Bonjour et bienvenue dans la richesse des différences. Aujourd'hui, on parle de peur versus le courage. Est-ce que tu as le pied sur le gaz ou est-ce que tu as le pied sur le frein? Donc, est-ce que tu as l'impression que la peur est aux commandes de ta vie? Es-tu en constante quête de confiance en toi pour avancer? As-tu l'impression qu'agir n'est même plus une option? Bienvenue dans la richesse des différences, le podcast où l'on démystifie et légitimise la diversité. Ici, on déconstruit les illusions et croyances limitantes et on s'ouvre à une réalité plus vaste. On choisit de comprendre au lieu de juger. Parce que lorsqu'on se sent vu, entendu et compris, on se sent enfin libre d'être vrai. Chaque épisode est une invitation à revoir et à créer ta propre vérité. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter. L'expérience du doute propose souvent que deux options, soit stopper, soit reculer. Comment utiliser le doute dans cette guerre entre la peur et le courage? C'est là-dessus qu'on s'enligne aujourd'hui. Alors, bonjour, mon nom est Chantal Beaumont. Et je suis une passionnée des différences. Donc, on rentre aujourd'hui entre la peur et le courage. Parce que je me suis rendu compte, ça fait 9 ans que j'accompagne des gens, mais je pense que la peur est omniprésente dans toutes les circonstances de notre vie. Donc, je vais te raconter un petit peu comment j'ai eu à toucher à la peur, parce que j'ai eu un parcours un petit peu atypique par rapport à la peur, parce que j'ai cru que j'avais jamais eu peur, jusqu'à ce que je constate la différence entre la peur et le courage. Alors, je t'invite à vivre une autre aventure en richesse des différences. Qu'est-ce qui fait qu'on s'égare et qu'on se bloque dans l'espace de la peur? Donc, j'ai soulevé les plus courantes postures face à la peur parce que pour moi, c'était important de conscientiser que la peur a toutes sortes de facettes. Il y a toutes sortes de peur, et y compris la peur d'avoir peur. Comment on peut s'égarer dans ces espaces-là? Ben, je t'amène beaucoup de subtilité face à la peur aujourd'hui pour vraiment que faire la différence dans ta posture face à la peur. Donc, c'est vraiment l'objectif du podcast d'aujourd'hui, t'aider à te repositionner lorsque tu te retrouves dans un espace où la peur te challenge, la peur te freine, la peur te prive de choix, te prive d'options, te prive d'expérimenter. Vraiment, la peur, c'est une zone qui n'est pas confortable et je veux vraiment t'amener à élargir ton champ de vision par rapport à la peur et je vais vraiment aller sur des zones très connues jusqu'à des zones très inconnues. Tu vas voir, ça va être super trippant. Alors, je commence par les deux peurs les plus courantes et je vais vraiment les révéler comme une espèce de handicap socio-culturel qu'on a intégré par, c'est sûr que je parle au niveau du système éducationnel du Québec, là, mais les deux pires plaies qui nous font côtoyer la peur, c'est pas capable de choisir et la peur de se tromper. Pourquoi? Parce qu'on est en quête de la bonne réponse. Pourquoi on est en quête de la bonne réponse? Parce qu'on a la peur du jugement. Le système scolaire, le système de « faut faire vite », nous donne pas le droit à l'erreur, nous donne pas le droit de ne pas savoir, de ne pas être capable, de ne pas être rapide. On est à une ère où est-ce que tout va jamais... c'est toujours trop long. Donc, on est dans une ère d'impatience avec un gros manque d'indulgence dans tous les aspects de notre vie. Donc, c'est sûr, c'est comme si on n'avait pas les moyens, le budget, ou je ne sais pas trop comment nommer ça. Mais c'est un espace où est-ce qu'on ne se donne plus le choix de se tromper, parce que se tromper, ça veut dire être jugé, autant par soi que par les autres. Se tromper, ça veut dire avoir perdu du temps. C'est comme... Non! Se tromper, ça veut dire qu'on n'a pas fait le bon choix et ça veut dire que
Et on oublie d'ouvrir l'hypothèse qu'un choix demeure qu'une expérience. Donc, il y a vraiment une zone d'égarement où est-ce que, dans pas capable de choisir et la peur de se tromper, on oublie le potentiel des expériences. C'est quoi le potentiel des expériences? Ça veut dire que tout ce qu'on expérimente dans la vie nous sert à apprendre à nous connaître par le biais des expériences. Et quand je parle de connaissance de soi, là, je ne veux pas dire savoir si je suis bonne ou pas bonne. Je veux pas dire on parle vraiment de connaissance approfondie. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai des besoins. Est-ce que je suis capable d'y répondre? J'ai des limites. Est-ce que je suis capable de les faire respecter, de les communiquer? J'ai des objectifs. Est-ce que je les légitimise ou je me tasse ou je me laisse influencer dans « c'est pas grave, c'est pas important ». Et le droit d'accès au plaisir. Donc, est-ce que j'ai le droit de m'amuser en apprenant quelque chose? Est-ce que j'ai le droit de juste faire quelque chose pour le fun de l'avoir fait? Et c'est souvent des espaces où est-ce que, et l'école, malheureusement, puis ça, je pense que c'est pas mal dans une grosse majorité des écoles. Peut-être au Danemark, j'ai su qu'il y avait comme une mentalité beaucoup plus ouverte vers, il y a de la place au plaisir, il y a de la place au respect des limites de chacun. Mais, tu sais, c'est vraiment le système d'éducation, si on peut appeler ça comme ça, est un espace où est-ce qu'on qualifie beaucoup, et c'est les endroits tout ce qu'on qualifie, quantifie, ça nourrit, ça développe des égos, donc des conceptions de soi qui nous emprisonnent dans des espaces où on est trop ou pas assez tout le temps. Donc, c'est ce qui va faire qu'on ne sera pas capable de choisir parce que le jugement est toujours en train d'être en stand-by à nous watcher. Et comment on sait qu'on a tout le temps quelqu'un qui est prêt à nous juger? La dure vérité, the ugly truth, c'est que nous sommes les premiers à nous juger, à nous quantifier, à nous persécuter à l'issue de chacune de nos expériences. Donc, je ne te chicane pas plus que ça, je l'ai faite plus qu'à mon tour. Donc, c'est vraiment mise en lumière numéro 1. Mise en lumière numéro 2, qu'est-ce qui va nous bloquer quand on arrive face à un choix, au-delà de ne pas être capable de choisir puis d'avoir peur de se tromper? On a qu'on est convaincu de l'issue. Et comment on peut être convaincu de l'issue, et c'est pour ça que j'utilise le terme, j'aime bien m'amuser avec le terme convaincu, on est des convaincus et des convaincus lorsqu'on s'emprisonne dans une réalité. Et cette réalité-là, c'est notre conception de nous, donc ce que j'appelle le complexe identitaire, c'est si je me suis définie comme pas bonne, si je me suis définie comme trop, comme pas assez, comme pas, lente, comme trop grande, comme pas capable, pas assez rapide, tout ce qui fait qu'on se définit à l'issue d'une expérience, c'est ce que j'appelle le complexe identitaire qui fait que, à partir de notre conception de nous, on va se convaincre de l'issue d'une expérience, que ce soit parler, agir, entrer en relation, peu importe, parce que à cause qu'on est convaincu de ce qu'on est, ben l'issue ne peut pas être différente. Alors, c'est ce qui nous amène, cet espace-là d'être convaincu qu'on est quelque chose ou une forme identitaire, c'est ce qui va nous amener le challenge qui nous casse dans la route de la peur, c'est est-ce que c'est l'espace entre vouloir et pouvoir. Comment on se coince dans l'espace entre vouloir et pouvoir? C'est que je veux bien y aller, mais je suis convaincue que je vais encore me faire taper sa tête, que je vais encore me faire rire de moi, que ça va être encore une occasion de m'humilier. Je sais que je ne suis pas capable, que je ne suis pas aussi bon que les autres. Donc, la comparaison, le jugement, tous ces espaces-là fait que
le, le je peux pas prend le dessus sur le vouloir parce qu'on enlève de l'équation le plaisir. Donc, c'est comme si on était obligé d'être bon pour expérimenter. Mais le expérimenter au sens propre, c'est du plaisir. C'est quoi le plaisir? Où est-ce qu'on le trouve plaisir? C'est je me découvre. J'apprends à me connaître. Je découvre que ça, là, j'ai plus jamais envie de le faire. Ou ça, je suis meilleure que je pensais. Ou j'ai plus de fun que je pensais. Ou moi, il y a plein de domaines de ma vie que, justement, parce que j'osais expérimenter, que j'ai découvert que j'aimais ou que j'aimais pas. Et dans le fond, le piège, c'est de se définir à l'issue de l'expérience, alors que, dans le fond, c'est pas de se définir, c'est vraiment de se découvrir, donc apprendre à se connaître dans, encore une fois, ce que j'appelle le bluff, donc dans nos besoins, nos limites, nos objectifs et notre fun, donc bluff, notre plaisir, notre droit d'accès au plaisir. Et c'est souvent l'espace plaisir, parce que normalement, ça devrait aller d'un besoin, là, le plaisir. Mais je me suis rendu compte que ça ne faisait pas partie de l'équation de bien des gens de se dire « je fais de mon plaisir une priorité ». Et c'est pour ça que quand je parle de connaissance de soi, bien, je parle vraiment de se connaître dans son droit d'accès au plaisir, parce que si on est toujours dans la performance, dans l'exigence, dans la comparaison, le plaisir s'efface littéralement de l'équation pour vivre quelconque expérience. Et c'est ce qui fait que la peur va toujours être comme omniprésente parce qu'on sait qu'on exige de nous un résultat X à l'issue de l'expérience parce qu'on n'a pas envie de se définir encore plus, de nourrir une identité où est-ce qu'on se fait du mal à croire qu'on est trop ou pas assez. Fait que tu vois, on rentre en profondeur progressivement, mais tu vois un petit peu que la peur, c'est pas de faire la chose, souvent. Ça va être l'issue de l'expérience. J'approfondis pas tout de suite, on va y revenir plus tard. Maintenant, un autre espace où est-ce que l'incapacité de choisir, la peur de se tromper, d'être convaincu de l'issue et les complexes identitaires vont jouer un rôle, c'est que on se retrouve souvent, quand on est devant une expérience ou quand on a à choisir, il y a trop de possibilités. Et on va avoir peur de ne pas avoir pris la bonne option. Ça, j'ai mis comme une astérix à côté de ça parce que ça va toucher souvent davantage soit les hauts potentiels qui ont une capacité de voir le champ des possibilités très, très large. Bien sûr, les hauts potentiels, ils ont le comment moins freinant un petit peu. Ils voient tout ce qui est possible, puis tout est pratiquement possible du fait que les hauts potentiels ont une capacité de réalisation un petit peu extrême, si on veut. Ils ont des capacités de visionnaire, puis ils ont la capacité de développer ce qu'ils ont besoin pour atteindre leur objectif. Donc, souvent, quand ils voient le champ des possibilités, bien, ils sont comme, ben là, où c'est que je m'en vais, bien, tout ça. Et tu sais, ils ont comme un esprit en arborescence qui fait que l'incapacité de choisir est là. Puis en même temps, on se dit, ben oui, mais il faut absolument que je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça. Et notre statut d'humain, ben on ne peut pas faire tout en même temps, on ne peut pas faire tout à la fois. Et là, on se retrouve coincé dans, c'est quoi la bonne chose à faire en premier? C'est quoi, dans quel ordre il faut que je les fasse? Donc, les hauts potentiels ont souvent cette impasse-là où est-ce que le comment, mettre en ordre, prioriser, voir l'importance de l'impact sur les autres. Donc, c'est vraiment des espaces d'égarement qui va faire qu'on va avoir, encore une fois, on revient à la peur de se tromper puis de ne pas faire le bon choix dans le bon ordre. Le trop de possibilités va aussi toucher les autistes. Ben, les gens dans le spectre de l'autisme, on s'entend que tout dépendant du niveau, mais il y a une portion du spectre de l'autisme où est-ce que eux aussi, il n'y a pas une grosse différence dans certains cas entre le haut potentiel et l'autiste parce que leur esprit fonctionne un peu de la même façon. Ils ont un esprit en hyper-arborescence. Donc, c'est aussi l'incapacité à choisir, le trop vaste champ des possibilités qui va faire qu'on va comme envoyer une conscience dans chaque possibilité, puis on n'a plus de centre d'attraction, donc on n'est plus centré dans ce qu'on veut, on n'est plus capable de s'ancrer dans
choisir la réalité que j'ai envie d'expérimenter. Donc, c'est des espaces vraiment où est-ce que ça devient plus difficile d'être confronté à la peur de se tromper, la peur de ne pas faire le bon choix et tout ça. Donc, c'est des espaces où est-ce que les freins vont s'installer. Les visionnaires, c'est la même chose. Ça va être tout le temps, je me lance, mais, donc, ça peut amener des freins parce que il y a la conscience de toutes les options qui sont possibles en avant de nous. Et le dernier et non le moindre point que je veux vraiment t'amener à poser le regard dessus, c'est l'une des plus grandes peurs parce que c'est vraiment ce qui nous a amené dès l'enfance à nous égarer dans l'espace de peur, c'est la peur de la perte de contrôle. Et c'est ce qui va faire qu'on va entrer en quête de confiance parce qu'on veut reprendre le contrôle. Par défaut, souvent, quand on expérimente la peur, c'est une perte de contrôle en soi parce que on expérimente quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et c'est quelque chose d'aussi simple que l'exemple que je donne dans... J'ai 2 vidéos sur ma chaîne YouTube où je parle de la peur. Et il y en a un des 2 où est-ce que je raconte comment j'ai exorcisé, si on veut, ma peur des araignées. Et j'amenais la prise de conscience que il y a des peurs neurosensorielles, il y a des peurs réflexes, il y a des peurs physiques. Il y a des peurs qu'on imite, il y a des peurs qu'on a acquises. Et la peur des araignées est l'une de celles qui, je trouve, permettent d'illustrer au maximum le fait qu'on peut avoir peur de quelque chose sans en avoir peur. Je t'explique. Est-ce que tu as déjà prévu regarder une araignée? Et quand tu étais enfant, la première araignée que tu as vue, est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était planifié? Est-ce que tu savais que tu allais voir une araignée? Est-ce que tu savais qu'une araignée, ça existait? Et je me suis rendu compte, tu sais, c'est comme les araignées, ils arrivent de n'importe où. On envoie ces murs, des fois, ils nous tombent dessus, ils arrivent du plafond. Il y en a qui sont sauteuses, qui nous surgissent de nulle part. Ils peuvent arriver de n'importe où, ces araignées-là. Et qu'est-ce que ça a en commun, toutes ces occasions-là? C'est que c'est des événements surprises. Et une première fois va souvent instaurer un réflexe neurosensoriel. Ça veut dire quoi? Notre première réaction à une situation, que ce soit une expérience, une relation ou le premier contact avec une araignée, va faire que, une fois n'est pas coutume, mais oui, au neurosensoriel, si on ne rééduque pas notre corps, une fois devient coutume. Donc, dans bien des expériences de traumatisme ou de choc ou de surprise, c'est la perte de contrôle de notre environnement et l'imprévisibilité des choses qui va faire qu'on va être saisi. Et cet état de surprise-là, de choc-là, ça génère une crispation dans notre corps. Et cette crispation-là, c'est la même quand il fait froid, c'est la même quand on a peur, c'est la même quand on est stressé. Donc, c'est une crispation dans le corps qui amène le cerveau à stimuler des images qui te disent « t'as déjà eu peur » et normalement, si tu avais appris à avoir peur, ça fait drôle à dire, normalement, si tu aurais appris à avoir peur, ton neurosensoriel te dirait « hey, t'as déjà eu peur, comment t'as fait pour t'en sortir? » Mais malheureusement, tu as déjà eu peur et tu as réagi poche, donc tu vas continuer de réagir poche. Donc, étant donné qu'on n'a pas appris à avoir peur, malheureusement, on se rappelle du choc et non pas de l'issue. Donc, ça, c'est un petit cadeau que je te fais au passage. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai appris lorsque j'ai pris ma formation en neurosensoriel en 2018, où est-ce que, pour justement exorciser, rééduquer le corps au niveau neurosensoriel, on faisait juste dire « j'ai peur ». Puis j'amène, tu sais, je t'invite vraiment à faire l'exercice éventuellement, de juste dire à voix haute « j'ai peur », et de constater qu'éventuellement, il y a des images de peur qui vont surgir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information-là? Comment on peut utiliser le phénomène de « le corps répond à une posture ». Donc, quand je suis crispée, c'est comme si ton corps il dit « j'ai-tu froid, j'ai-tu peur, je suis coincée, je suis stressée ».
dès que tu rentres en crispation, ça active ton neurosensoriel qui met à on tes hamsters mentaux, qui met à on toutes tes images du passé et qui t'amène dans un espace où est-ce que tu crois en une réalité du passé et tu oublies de regarder comment tu t'en es sorti. Donc, c'est ce qui fait que je voulais te mettre en lumière vraiment comment s'expérimente la peur, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers le courage, parce que malheureusement, il n'y a pas une grosse différence entre la peur et le courage. On y revient dans le prochain volet du podcast. Mais comment je suis arrivée à voir tout ça, comment je suis arrivée à découvrir tout ça, bien, je vais te raconter un petit peu comment je suis arrivée à côtoyer, à découvrir la peur. Quand je te disais que j'ai eu un parcours assez atypique face à la peur et le courage, c'est que j'ai vécu beaucoup de traumatismes et d'épreuves quand j'étais dans l'enfance et ça a le fait que mon système de survie est devenu un réflexe très bizarre. Donc, je vais te lire ce que j'ai noté pour vraiment être clair dans ce que je t'explique. L'intensité avec laquelle j'ai expérimenté la survie m'a amené à croire que je n'avais jamais vécu la peur. Jusqu'au temps qu'un jour, quelqu'un me dise « L'absence de peur, c'est du courage ». Et là, j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai monté mon épisode aujourd'hui, parce que je m'étais jamais conçue comme courageuse. Et quand la personne a dit « l'absence de peur, c'est du courage », je me suis souvenu que je m'étais définie toute ma vie comme fuyarde et débilement fonceuse. Et ce que j'ai constaté avec mon évolution, c'est que cette fuite que je vivais spontanément, naturellement et avec dévouement, faisait de moi une fonceuse. Donc, j'allais en ligne droite, je regardais ni en avant, ni en arrière, ni ses côtés. Ici, on court et ma survie, c'était mon réflexe, et on court. Ça ne peut pas être pire que où ce que je suis, donc on avance. Donc, ça m'a amené vraiment à me péter la gueule un peu partout, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, c'était quoi mon espace? C'est que je me donnais pas le choix. Pour moi, avancer était la seule solution parce qu'il fallait juste que je ne sois pas où ce que je suis. Il fallait juste que je ne sois pas ce que je suis. Alors, pour moi, d'être une fuyarde débilement fonceuse, c'était par, un, ma survie, deux, mon absence à me donner le choix. Et c'est là que je me suis mis à jouer avec le mot courage parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça? Je me suis jamais vue comme courageuse. Et là, j'ai comme joué avec le mot courage, mais je courais en tabarnouche. Donc, l'absence de peur, c'est courir en tabarnouche, c'est du courage. Donc, j'ai trouvé ça très drôle parce que oui, j'ai couru toute ma vie après ma vie et j'ai couru toute ma vie pour fuir. Donc, c'était du courage. Je courais très vite. Alors, l'autre expérience et ça, c'est quand même assez récent que j'ai touché à cet espace-là, mais par le biais des consultations que j'ai eu à faire, c'est que j'ai des gens qui venaient me voir parce qu'il y avait des peurs, des traumatismes, et des choses comme ça. Et donc, je me suis donné j'ai eu à comme aller visiter le monde de la peur. Et j'ai trouvé ça extrêmement fascinant. J'ai vécu une belle surprise de visiter le monde de la peur. Pourquoi? Parce que ça fait 9 ans que j'enseigne j'enseigne la maîtrise du pouvoir de création, comment tu peux changer ta vie, comment tu peux changer de rôle dans l'histoire de ta vie, comment tu peux te réinventer, renaître à la vie. J'enseigne à découvrir les outils de création, les maîtriser, comment jouer avec, comment exploiter ces outils-là. Et quand j'ai eu à aller visiter le monde de la peur, que
pour moi, c'était un monde pratiquement inconnu parce que, comme je te dis, j'avais pas eu l'occasion de ressentir la peur. Je me suis rendu compte que c'est le même monde que les rêves, que l'espoir, que, dans le fond, tout n'est qu'espace de création. Et qu'on soit dans un espace de peur, de stress, de joie, d'espoir, de rêve, d'intention, de création, d'objectifs entrepreneuriaux, peu importe. On est dans un espace où est-ce qu'on se propose une réalité présente, passée, future, peu importe. Mais on est dans un espace de création et peu importe dans quel espace on se trouve ou sur quel mouvement créateur on se trouve, c'est les mêmes outils. Et c'est tout aussi illimité et farfelu. Donc, je te raconte une anecdote que j'ai vécue avec une cliente et c'était tellement beau, l'issue de ce que j'ai eu à livrer à cette cliente-là, que je ne peux jamais m'empêcher de le raconter. Je l'ai raconté souvent parce que j'ai trouvé ça vraiment beau. Donc, ma cliente vient me voir parce qu'elle a comme un traumatisme au niveau d'une peur qu'elle a eue, parce qu'elle avait dormi dans un lit et elle s'était réveillée, le lit brassait et tout ça, et elle a eu peur que, bon, c'est une entité, un fantôme, un défunt, un monstre, ou peu importe, et elle est entrée. Là, je te fais la version démystifiée, parce que c'est sûr que c'était pas comme ça que ça a été raconté par elle, et c'est pas comme ça que ça a été raconté. Je te fais vraiment la version démystifiée, concrète, pour que tu puisses voir le potentiel de la peur. Alors, c'est ça. Donc, elle a eu peur, et là, ce qui est arrivé, c'est que elle a parlé avec de cette peur-là à sa sœur parce que c'était la seule personne avec qui elle avait confiance de partager cette peur-là. Et donc, au moment où elle est venue me voir, sa sœur commençait à vivre des expériences similaires. Et là, ça lui faisait plus peur que sa propre peur à elle. Et là, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et plus je posais des questions sur l'expérience, on s'est rendu compte que quand elles se voyaient toutes les deux, elles parlaient de leur expérience de peur par rapport aux petits monstres ou peu importe ce que c'était qui hantaient leur nuit. Et elle finit par me dire, ben là, elle s'est mariée depuis le temps, puis là, elle a moins de temps pour moi, elle a des enfants, puis son chum, puis papa, puis il nous reste plus de temps ensemble. Et tout ça pour en venir à me dire que le seul temps qu'ils trouvaient pour passer ensemble, c'était quand elle avait tellement peur qu'elle revenait vers sa grande sœur pour dire « j'ai tellement peur ». Vois-tu la subtilité qu'il y a derrière ça? C'est que ils voulaient nourrir leur lien, ils voulaient continuer de se voir, de se côtoyer, et c'est par la peur qu'ils pouvaient encore nourrir, alimenter leur proximité. Et lorsque j'ai mis ça en lumière à cette dame-là, elle a dit, ben voyons, je ne peux pas croire. J'ai dit oui, l'amour est fou. Et il va utiliser tout ce qu'il a à portée de la main quand on aime suffisamment pour vouloir être proche de quelqu'un. Donc, ces deux sœurs-là se sont unies par leur amour avec l'outil de la peur. Et là, tu as le droit d'y croire, tu as le droit de ne pas y croire. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a tiré en bas de ma chaise. Donc, je peux très bien comprendre que tu sois déstabilisé par la suite de l'histoire que je vais te raconter. Mais lorsque je suis allée comme visiter son monde pour aller chercher toutes ces réponses-là, j'ai vu le petit monstre qu'elle s'était créé. Et le petit monstre en question, lorsqu'il a vu qu'il n'était plus solide dans la réalité, ou est-ce que, dans le fond, ce qui voulait être nourri, c'était le lien, et là, il ne restait que le lien, il n'y avait plus besoin de peur pour nourrir leur lien. Et
le petit monstre s'est comme reviré en me jetant un coup d'œil. Donc, il a viré les talons et il s'apprêtait à partir. Et il a tourné la tête et il m'a regardé, il m'a fait un clin d'œil en voulant dire « Bon, ben, mon travail ici est terminé. » C'était vraiment drôle parce que j'aurais jamais cru que son petit monstre quelconque pourrait être aussi vrai, aussi tangible. Comment j'ai pu accéder à son petit monstre? Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant, l'aspect tangible du monstre qu'elle expérimentait, parce qu'il fallait qu'il soit quand même assez fort, assez solide pour brasser un lit. Donc, il y avait vraiment toutes les caractéristiques d'un monstre capable de faire ce qu'elle lui avait attribué comme pouvoir pour lui faire peur, pour leur faire peur, dans le fond. Fait que je suis consciente que c'est une histoire un peu farfelue, à la limite tirée par les cheveux, mais moi, ça a été une des expériences où est-ce que j'ai eu à visiter le monde de la peur et que je me suis rendu compte, c'est tous les mêmes outils de création que le rêve, l'espoir, la joie, peu importe, c'est tous les mêmes outils, c'est aussi farfelu et ça peut être aussi crédible que tout ce qu'on peut imaginer dans notre vie. Et la peur est tout aussi puissante que le rêve ou l'espoir. Donc, si tu reviens à l'épisode, autant le 1 que le 2, où est-ce que je parle de croire en le lien, que je parle que c'est croire en quelque chose qui lui donne son pouvoir, en effet, comme tous les espaces de création, c'est croire en quelque chose qui le rend tangible, qui le rend crédible. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là où est-ce que je veux t'amener la différence entre la peur et le courage, parce que c'est deux espaces de création. Donc, je t'amène vraiment maintenant dans la compréhension de la différence entre la peur et le courage. Parce que je me suis rendu compte que c'est le changement de posture qui fait la différence. Et moi, c'était dans l'absence de choix que j'ai pas expérimenté la peur. Mon courage, donc ma fuite, m'a amené à expérimenter tout sans être sélective. Donc, mon changement de posture, ça a été, je peux-tu me donner le choix? Et c'est là que j'ai pu arrêter de courir pour me donner le choix, chose que j'avais jamais faite. J'allais tout le temps juste plus où j'étais, plus ce que j'étais. Donc, mon changement de posture, ça a été « Wow! Je peux-tu me donner le choix? Je peux-tu prendre le temps de choisir? Je peux-tu regarder les possibilités? » Donc, c'est comme, non seulement j'ai ralenti, mais je me suis donné le droit de mettre les breaks et d'arrêter dans l'espace où est-ce que le choix devient une option. Alors, je t'amène dans le croustillant du potentiel, de la peur, du doute, pour te donner un peu plus accès au courage. Donc, là où je t'amène, c'est voir le doute comme le Y d'un choix. Donc, comme un embranchement. Tu sais, souvent, on va arriver à une intersection, on va avoir le choix d'aller à droite, à gauche, puis de continuer tout droit. La peur puis le doute versus le courage, c'est comme si, au lieu d'être gauche, droite ou tout droit, c'est comme si c'est un Y. Tu n'as pas le choix de changer de direction parce que tu es confronté à un choix. OK? Donc, c'est là que ça devient intéressant parce que le fameux Y, c'est l'espace où soit tu vas aller toujours vers l'espace où tu as le réflexe d'aller, soit tu vas te donner le choix d'aller ailleurs. Mais si tu es en fuite, si tu es dans tes réflexes mentaux, si tu es emprisonné dans un complexe identitaire où tu te définis à l'issue des expériences et que soit tu veux perpétuer ce que tu es ou tu es convaincu que tu ne peux pas être d'autre chose, tu ne te le donneras pas le choix. Tu vas retourner à la même place pour confirmer ton identité, pour prouver ton identité, pour rester en survie. Donc, le choix, ça ne se placera pas. Donc, je t'invite vraiment à voir le doute et la peur comme un Y qui te donne l'opportunité de faire un choix. Donc, c'est quoi ces choix-là? C'est expérimenter ou pas.
et comment tu vas faire le choix d'expérimenter ou pas, ben, c'est de te poser, de te positionner en conscience, donc en présence, te voir, t'écouter sur 3 choses. Ben, il y en a plein, là, mais j'ai sorti les principales. Tu as peur de quoi vraiment? Est-ce que tu as peur du résultat hypothétique, donc de la possibilité d'un résultat poche? Est-ce que tu as peur du jugement? Et là, on parle vraiment du jugement de soi-même ou du jugement des autres. Ou est-ce que tu as peur du manque d'amour? Et cela, je l'ai gardé pour le dessert parce que toutes les peurs se résument à cette même peur-là. La peur du manque d'amour parce que, veux pas, quand on se définit à l'issue d'expérience, c'est est-ce que je vais être capable d'aimer ma conception de moi à l'issue de l'expérience. Donc, c'est souvent un challenge. Donc, la peur va souvent se résumer au choix de s'aimer ou pas à l'issue de l'expérience, indépendamment de l'issue, indépendamment du résultat. Donc, quand on est capable de reculer ou de s'arrêter vraiment, on se rend compte qu'on n'a pas peur d'aller faire quelque chose, on a peur du résultat et du jugement qu'on va se faire à l'issue de l'expérience parce que, bien sûr, on a le réflexe de se quantifier, de se valoriser ou se dévaloriser par rapport à l'issue de l'expérience. Donc, on a le réflexe de se définir au lieu d'apprendre à se connaître, de se définir au lieu d'apprendre à s'aimer. Donc, c'est là le challenge de peur. C'est de utiliser les expériences pour se faire la preuve qu'on va s'aimer peu importe. Donc, c'est s'entraîner à s'aimer peu importe. Alors, c'est là le courage de dire j'ai envie de voir à quel point je suis capable de m'aimer peu importe. J'ai envie de voir, j'ai envie de vivre ce qui va me permettre de me découvrir. Donc, c'est vraiment l'espace où est-ce que la peur devient un agent propulseur. Pourquoi? Je dis tout le temps, puis surtout quand j'accompagne mes solopreneurs, je dis tout le temps, écoute tes peurs, c'est le tapis rouge vers la découverte de ton potentiel que tu ne sais pas. Donc, je répète, écoute tes peurs, elles te révèlent la route pour découvrir ton potentiel dormant, ton potentiel que tu ne te connais pas. Et c'est vraiment derrière les peurs, il y a toujours ce que j'appelle le bluff. Derrière une peur, il y a un besoin qui a peur de ne pas être comblé. Il y a toujours une limite qui a peur de ne pas être respectée. Il y a un objectif qui a peur de ne pas être atteint. Et il y a un droit d'accès au plaisir qui souvent se fait tasser de l'équation. Donc, la peur, c'est vraiment un espace de rapprochement de soi. C'est pour ça que quand si tu dis « Ah, j'ai pas peur, ah, je m'en fous de la peur » ou « Ah, ta gueule, mon mental, je veux rien savoir d'avoir peur » puis que tu fonces, bien souvent, tu peux passer à côté des révélations de « C'est quoi toi? T'es quoi toi? » Donc, de se rapprocher de soi par la peur, c'est un super de bel outil. Et le doute, ben, quand tu te retrouves face au doute, ben, de te dire, est-ce que je vais être capable de m'aimer, peu importe l'issue? Si tu es capable d'aller dans cet espace-là et de déjà te pré-approuver, donc de t'accorder ton tag « je suis aimé, peu importe », ben, la peur va vraiment, tu n'auras plus peur d'avoir peur parce que cette peur-là, c'est te manquer d'amour. Un autre phénomène face à la peur, c'est, et je te dirais, c'est l'une des plus connues et l'une des moins connues, la plus répandue des peurs, et c'est la peur de mourir. Parce que la peur de mourir se vit en multidés.
Donc, elle se vit dans plusieurs aspects, plusieurs niveaux de conscience de l'humain. Je t'explique. La peur de mourir typique, c'est la mort du corps. C'est pas chinois, c'est sûr que pourquoi on a peur de sauter en parachute, c'est parce qu'on a peur de se crasher, puis de mourir, puis que ce soit la fin de la vie. Okay? Donc, il y a des peurs qui sont assez claires, c'est la peur de la mort du corps physique. Là où ça devient plus subtil, c'est la peur de mourir, et là, écoute bien, la peur de mourir dans le regard de celui qui nous conçoit. La peur de mourir dans le regard de celui qui nous permet d'exister. Nous, on se regarde, on se conçoit d'une certaine façon et de plusieurs façons, tout dépendant du contexte, des relations, avec qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, à chaque situation, chaque contexte, chaque relation, c'est comme si on ajoutait un ego, donc ta conception de toi, ce que tu crois que tu es. Donc, tu es différent. C'est sûr que si tu viens voir ta mère, ta soeur, ton collègue de travail, ton ami, ton employé, ton boss, tu n'es pas la même personne. Tu n'as pas les mêmes caractéristiques actives dans ta capacité à être suffisant ou suffisante dans la situation en question. Fait que ça, là, cet amalgame de caractéristiques-là qui font que tu te définis selon le contexte ou la relation, bien ça, c'est toutes des égos. Donc, tu as plein d'égos qui te permettent d'expérimenter ta vie. Et ces égos-là, c'est là qu'on entend souvent les gens veulent se défaire de leurs maudits égos parce qu'on est convaincu d'être trop ou pas assez quand on entre en relation et on a envie de mettre à la porte l'ego puis de pouvoir agir librement, penser librement, puis arrêter de se taper sa tête, puis arrêter d'être convaincu qu'il nous manque quelque chose. Donc, ces égos-là, ils ont pris naissance justement dans des expériences où on s'est défini. Chaque fois qu'on vit une expérience et qu'on l'utilise non pas pour se connaître mais se définir, il y a un ego qui prend naissance ou un ego qui est nourri. Et c'est pour ça que le paradoxe qui va faire qu'on ne veut plus être quelque chose mais qu'on continue de l'être et c'est plus fort que nous et qu'on va magnétiser les situations et les relations qui vont nous permettre d'encore confirmer une fois de plus qu'on est ça, puis qu'on va se faire chier à constater qu'on est encore ça, c'est la peur de mourir. Donc, tous nos égos ont peur de mourir dans le regard de celui qui nous observe et celui qui nous observe tout le temps, c'est nous-mêmes. OK? Donc, notre conception de nous est ébranlée chaque fois qu'on veut aller vers du changement et parce qu'on a existé sous une forme. Donc, en existant sur une forme X, bien, si je change, je vais mourir à ce que j'étais. Donc, c'est là que se joue la fameuse peur de mourir que beaucoup expérimentent comme des idées suicidaires, mais que si on comprend la différence entre mourir physiquement et mourir la mort de l'ego, les idées suicidaires vont pouvoir se dissoudre et faire place à autre chose. Mais si tout ce que tu expérimentes à tous les jours, c'est « je veux plus être ça, je veux plus être ça, je veux plus être ça, je suis tannée d'être ça, je suis écœurée d'être ça », et que tu te donnes pas d'option, ben c'est comme si mentalement tu voulais mourir parce que tu n'as pas d'option de vivre sous une autre forme, d'exister sous une autre forme. Donc, c'est vraiment subtil comme concept, mais c'est souvent ça, c'est que dans notre tête, ça tourne tellement, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Donc, il n'y a tellement pas d'autres options que la seule sortie qui s'impose dans un mental physique, c'est la mort. Et c'est pour ça que le suicide devient comme une espèce d'assouvissement, une porte de sortie qui dit « enfin, je vais arrêter d'être ce que je suis parce que je vais mourir ». Ajoute l'option « je vais renaître à la vie » au lieu de « je veux mourir ». Et souvent, l'option « je veux mourir » est très inconsciente. C'est profond, c'est subtil, c'est inconscient. Là. Mais l'ego
qui en peut plus, donc la personne qui en peut plus d'exister sous la forme qu'elle a choisi inconsciemment d'être, se retrouve confrontée au désir inconscient de mourir. OK? Donc, pour ne pas sombrer dans la dépression, les idées suicidaires, c'est « je veux renaître à la vie ». OK? Là, tu vas pouvoir sortir de la peur de mourir, tu vas pouvoir sortir de la peur d'être encore ce que tu es et le champ des possibilités va s'ouvrir. D'ailleurs, dans mon programme web Confetti ta vie, là, mon académie, il y a le processus de conscientiser tout ce que tu as été, mais de te mettre au monde sous une autre forme. Donc, enfin, de te donner une option, d'exister sous une forme que tu choisis et non pas par manque d'options. Donc, c'est vraiment cet espace-là où est-ce que c'est le manque d'options qui va souvent conduire à des idées suicidaires et qui nous amène mentalement, si on ne le verbalise pas à voix haute, on ne peut pas en prendre conscience, qui nous amène verbalement dans le cul-de-sac de la seule issue, c'est de mourir. Et c'est vrai parce que c'est l'ego qu'il faut qu'il meure, pas parce que c'est le corps qu'il faut qu'il meure. Est-ce que tu comprends bien à quel point c'est vrai et c'est faux à la fois? C'est là qu'il faut que vraiment prends une grande respiration. Je vais répéter la phrase là, pour vraiment que tu t'imprègnes. Donc, c'est vrai qu'on a à mourir, mais pas par la mort du corps. C'est juste l'ego qui doit renaître à autre chose. Donc, c'est quoi l'ego? C'est ta conception de toi. C'est la forme sous laquelle tu existes. OK? Donc, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence dans ton expérience terrestre. Parce que, bien sûr, on a tous la peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'on l'a expérimenté à notre naissance. Okay? C'est aussi simple que ça. On a tous passé le quelques secondes à ne plus pouvoir respirer de la façon qu'on le faisait. Donc, il y a comme tout le temps une crispation sensorielle auquel on est tous soumis. C'est la fraction de seconde ou le 2-3 secondes ou peu importe, où est-ce qu'on a manqué d'air et qu'on a eu la sensation de mourir parce que, lorsqu'on est rentré dans la matière, donc à la semence, donc quand l'ovule puis le sperme ont été fécondés et que tu es devenu matière, donc l'âme s'est installée dans la matière, première mort, l'illimité. Je ne suis plus conscience, je suis matière, j'ai atteint les limites de l'intangible, j'ai atteint les limites de l'illimité. Donc, le fait de rentrer dans la matière, première mort. Deuxième mort, naissance physique, manque de souffle. Donc, dans les deux plans, au niveau de la conscience, au niveau physique, on expérimente la peur de mourir de deux façons différentes, mais c'est vraiment, ça devient un souilleur, si on peut dire, de réalité au quotidien. Et étant donné qu'on expérimente la vie par notre corps, ben, toutes les réflexions, les équations de plus, de moins, de vie, de mort, d'exister et de ne plus exister, s'expérimentent par le concept de mort et ça nous titille toujours à quelque part d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le corps, la tête, les émotions, la conscience, les subtilités de l'âme. Il y a plein de façons d'expérimenter la peur de mourir. Donc, je vais terminer sur un incitatif pour t'entraîner à creuser ton espace peur versus courage. Donc, c'est vraiment d'entrer, donc de creuser la peur pour dénicher le bluff en danger. Donc, je te rappelle, c'est quoi le bluff? Besoin, limite, objectif, fun / plaisir. Donc, toutes tes peurs te révèlent dans ta connaissance de toi tes besoins, tes limites, tes objectifs et ton droit d'accès au plaisir ou pas. OK? Donc, toutes tes peurs sont révélatrices de ça et lorsque tu vas rentrer dans l'espace de peur, tu vas côtoyer l'espace de choix. Est-ce que je me donne le droit ou pas? Est-ce que je vais être capable de m'aimer ou pas? Et ça va te donner la capacité d'expérimenter sans le jugement, sans le manque d'amour, sans que ton bluff soit brimé.
Donc, c'est vraiment l'espace où est-ce que la peur émancipe sur la route du courage, parce qu'on n'est plus dans la définition de soi, on n'est plus dans la peur de mourir, on est dans la réalisation et la découverte de soi par le bluff, les besoins, les limites, les objectifs et le droit d'accès au plaisir. Alors, je t'invite vraiment à visiter tes peurs et à les écrire, là, vraiment, tu peux les écrire sous la vidéo, là, sur YouTube ou sur mon site web. Tu es vraiment invité à partager qu'est-ce que tu es arrivé à faire de tes peurs, qu'est-ce que tu as découvert sur tes peurs, quels besoins, limites, objectifs ou droit d'accès au plaisir tu es allé dénicher par le fait de creuser tes peurs, par le fait de te rapprocher de toi par la peur, et est-ce que tu as réussi à te redonner le courage d'avancer, donc d'enlever le pied sur le frein et d'enfin t'accorder le droit de mettre le pied sur le gaz. Alors, je t'invite, je te fais un petit cadeau encore une fois aujourd'hui parce que c'est mon outil c'est une vidéo, dans le fond, je te mets l'URL au bas de la vidéo. Donc, c'est un outil que tu peux télécharger, c'est une vidéo de gestion émotionnelle. Ça veut dire quoi? C'est que je vais t'expliquer quand tu es jammé, là, quand tu es dans un espace de peur, de stress, même de froid, peu importe, tout espace de crispation, anxiété, stress, peur, je t'explique comment ça fonctionne au niveau du corps pour plus que tu sois pogné à avoir peur, subir les réflexes primitifs de figer, se sauver ou attaquer, et de retourner chez vous en bougonnant puis dire je suis trop, je suis pas assez, j'aurais donc dû, j'aurais voulu. OK? Donc, je vais t'apprendre comment réagir lorsque tu es dans un état de crispation pour pouvoir pas rester là puis faire d'autres choses avec ça. Fait que je t'en dis pas plus sur cet outil-là. Je veux que tu le découvres puis que je veux pas rajouter une demi-heure à la présentation. Donc, tu vas sur le lien qui est au bas de la vidéo et tu vas pouvoir aller télécharger ce petit vidéo-là qui t'aide au niveau de ton éducation physico-émotionnelle pour te permettre de réagir plus pertinemment qu'avec les réflexes primitifs de se sauver, attaquer ou figer. Alors, je te remercie beaucoup pour ta présence, ton écoute de cette émission-là. Bien sûr que je t'invite encore à partager, à inviter un maximum de gens à découvrir ce podcast qui focus sur la différence, parce que c'est dans la différence que toute la différence peut se vivre. Alors, je te remercie à l'avance de ton partage. Je t'invite vraiment à me partager ce que tu vas avoir conscientisé et modifié dans ta vie. Ça va me faire vraiment plaisir de te lire, je t'en assure. Et on se dit à vendredi prochain. Bravo et merci d'avoir pris ce moment pour vivre la richesse des différences. Si ce que tu as entendu résonne en toi, je t'invite à poursuivre ta réflexion et à découvrir mes ressources sur chantalbeaumont.ca. Tu y trouveras mes livres, mes outils gratuits, la possibilité de t'inscrire à mon infolettre et surtout mon école d'accompagnement hybride Confetti ta vie, un espace pour nourrir ta différence d'amour en avançant avec douceur, clarté et confiance. De plus, si tu ressens l'élan de venir parler de ta différence ou de me proposer un sujet que tu aimerais voir abordé dans le podcast, tu es toujours le bienvenu. À très bientôt et souviens-toi, s'ouvrir à la diversité et aux nuances peut vraiment faire toute la différence. Bonne journée.